Alors justement, Centrafrique, pourquoi la France s'est retrouvée aussi seule pour intervenir sur le terrain? Vous savez que les diplomates français disent parfois si on devait attendre l'Europe, on attendrait Godot. Hein. C'est une référence bien sûr à cette situation absurde de Samuel Beckett. voilà, vous avez... voilà. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aurais préféré que la France aurait parlé avec ses partenaires européens. C'est une mission importante. Il n'y a pas de position sur la substance de l'opération, mais la façon d'agir devrait être différente. Maintenant, la France a procédé à cette opération et demande appui des différents partenaires européens et de l'Europe en total. Ce n'est pas la façon de procéder, à mon avis. Alors, je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Si on veut une politique commune de défense, et vraiment une politique effective, on doit réagir quand le moment demande. Si on attend... C'est le bain de sang, c'est ce que dit la France, et vous êtes d'accord? Oui, si on attend, c'est tout à fait difficile d'avoir une effectivité et de résolver quelque chose sur le terrain. Parce que si on attend 1 mois, 2 mois, les débats de Bruxelles, la décision de 28... sera une situation très très difficile pour la République centrafricaine. Mais il y a une chose du point de vue politique. Pourquoi on doit réagir quand nous avons vraiment des dérapages aux droits de l'homme et à la démocratie? Parce que partout et toujours on clame la nécessité d'avoir des valeurs européennes au terrain. Et comment les soutenir? C'est un peu le paradoxe. La France, on l'a bien compris, elle est soutenue politiquement par l'Union européenne, par l'ONU, aussi une résolution de l'ONU. Ça ne se traduit pas sur le terrain. C'est Paris qui a 1600 hommes là-bas, en Centrafrique par exemple, avec quelques soutiens logistiques décidés par quelques pays européens qui ne sont pas vraiment à la hauteur, avec l'Union africaine qui l'épaule, qui devrait monter jusqu'à 6000 hommes. C'est décevant de son point de vue. C'est décevant, mais... De ne pas être rattrapé au moins par l'Union européenne. C'est vrai, mais par exemple, l'Angleterre, dès le premier moment, a dit qu'elle allait appuyer l'opération au niveau logistique, mais pas avec des forces sur le terrain. Pour plusieurs pays européens, l'Afrique est considérée comme un terrain français, si je puisse utiliser ce mot. Alors, il y a des égoïsmes nationaux à ce niveau, et la façon aussi de la France d'agir, comme je déjà expliqué, a créé même des malentendus entre partenaires. On peut accepter que l'Afrique pour la France est une question de fierté nationale, mais tout le monde a été présent en Afrique. La Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne. Et l'Afrique, c'est une priorité pour l'Union européenne. Quand on parle de l'Afrique, tout le monde... Vous parlez de la période coloniale, tout le monde était présent en Afrique. Mais alors, effectivement, quand on regarde les chiffres, la France dit que sur 6 mois, ça va lui coûter 450 millions d'euros que de maintenir ses troupes. Et effectivement, l'Union européenne promet une centaine de millions d'euros, plutôt pour l'aide humanitaire, un petit peu pour la mer africaine, mais alors pas pour la France. Parce que c'est tout à fait difficile d'avoir une somme, un soutien budgétaire pour la France. Mais l'Union a été toujours obligée de réagir du point de vue humanitaire et il fait ça. Partout, non seulement dans la situation africaine. Mais il fait que ça, on va se cantonner à l'humanitaire? Non. Pour le moment, oui, à mon avis. On essaie d'être effectif en défense, mais exactement. Il faut être partout, mais au milieu d'une crise économique grave, il faut choisir le terrain où on va opérer. C'est pas évident. C'est pas une situation habituelle, ce qu'on vit en Europe. La crise économique crée beaucoup de pression de nos citoyens sur ce que nous faisons en matière de défense et de sécurité. C'est pas évident. Nous devons tourner à nos citoyens et expliquer pourquoi les budgets nous de la devons défense opérer. Sont plongés d'ailleurs. Vous venez de Grèce, de Roumanie. Mais tout à fait, c'est pas uniquement dans ces pays, c'est partout, dans tous les pays de l'Union européenne. Et c'est très difficile d'expliquer à nos citoyens pourquoi il faut opérer en Afrique. C'est pas évident. Moi, je crois qu'on doit réviser un peu notre perspective sur la géostratégique européenne. Parce que si on regarde à l'Afrique, et particulièrement au nord de l'Afrique, nous avons perdu tout cela.
Et c'est une zone d'instabilité qui peut réagir violent dans beaucoup de moments. Il faut avoir une décision sur cette question. Les révolutions arabes, vous parlez oui, des révolutions arabes, mais l'instabilité africaine. On regarde ce que se passe au Mali, on regarde ce que se passe en République centrafricaine, ce n'est pas loin. Si on considère que c'est loin, mais ce n'est pas loin par les conséquences, parce que si l'Europe ne réagit pas, elle risque d'être confrontée avec des petits conflits, avec des actions terroristes et avec une vague d'immigration qui touche tout le monde. Alors justement, il y a une polémique. En fait, il y a des objectifs qui ont été fixés à 2% du PIB pour la défense pour tous. Et c'est vrai que l'Allemagne, par exemple, c'est 1,3% seulement. L'Allemagne qui est une grande puissance économique, la première de la zone euro, et dont on dit que finalement, elle ne serait peut-être pas assez généreuse en matière de défense par rapport à la Grande-Bretagne, la France, qui sont au-dessus de 2,3%, par exemple, de PIB consacré à la défense. Est-ce que c'est vrai que l'Allemagne s'est enrichie en n'ayant aucune défense et aucune sécurité ? Non, je ne pense pas. En tout cas, pour le moment, comme c'est chaque pays prend des décisions sur le budget pour la défense, c'est tout à fait normal qu'il choisisse ça. Par exemple, mon pays, la Grèce, pendant plusieurs années, avait un pourcentage budget pour la défense, 7%. Alors maintenant, bien sûr, c'est tombé, mais on était en pleine liberté de choisir comment il faudrait séparer les différentes priorités. C'était trop. Alors, c'était trop. Mais 2%, je crois, c'est logique. Il faut que tous les pays arrivent à atteindre au moins le 2%. Parce que sinon, c'est contre l'existence d'une Europe de la défense, contre nos capacités qui doivent être prêtes à opérer dans un monde qui bouge et qui change. Parce qu'on voit bien quand même que l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas qui ont des capacités de défense, ils hésitent beaucoup à aller sous la bannière européenne faire des opérations. Hein. Vous avez raison, mais je veux revenir un peu sur la question Allemagne. À mon avis, c'est une décision politique d'avoir ce 1,3% pour le budget pour la défense. Ils ne sont pas intéressés. Et malheureusement, aujourd'hui, à mon avis, on doit réviser un peu le concept de défense et le concept de capacité de défense. Parce que si chacun d'entre nous essaye d'être réaliste dans ces questions, on ne peut pas réagir dans pleine capacité de défense de manière qu'on utilise depuis longtemps stratégique. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On poursuit sur cette voie dans la seconde partie en compagnie d'un ministre des Affaires étrangères, celui de Belgique, Didier Reynders, qui nous parle effectivement aussi de cette défense européenne et de beaucoup d'autres sujets de la diplomatie en cours. À très bientôt.